Je vais vous parler de sujets qui me tiennent assez à cœur, qui sont des sujets de design, des sujets d'architecture, auxquels je m'intéresse depuis quelques années déjà. Et c'est un petit peu la rétrospective, ou disons les idées qui m'ont un petit peu interrogé ces dernières années, et essayer d'amener des petits éléments de réponse par rapport à des problèmes que j'ai pu observer, notamment quand on essaie de mettre en place des architectures orientées microservices. Alors, je m'appelle Jérôme Avoustin, je suis de Montpellier et je travaille pour une startup qui s'appelle Freightlink, qui est un commissionnaire de transport dont l'équipe technique a la particularité de mettre de la scale en production. On a encore quelques recrutements à faire, si ça intéresse certains, venez me voir à la fin. Alors là, je vais m'intéresser à un sujet, effectivement, comme je disais, les microservices, un petit peu le buzzword autour de ça. Et j'avoue, quand j'ai vu arriver le truc, j'ai dit tiens, un nouveau buzzword. C'est le moment justement de ne pas sauter comme tout le monde dedans et de regarder un petit peu ce qui se passe. Donc j'ai attendu un petit peu, j'ai pas eu forcément au début d'ailleurs les occasions d'y aller dessus. Je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai pu expérimenter, mais après, j'ai eu effectivement l'occasion de participer, contribuer à des architectures microservices. Et en observant un petit peu toutes les difficultés qu'on a rencontrées, voilà, ça va être un peu le sujet de mon talk, c'est de vous présenter à la fois ces difficultés et vous montrer en fait comment certains principes de design peuvent aider à faire mieux. Alors avant de rentrer dans le sujet, juste remettre quelques définitions de quoi on parle quand on parle de microservices. Alors microservices, on parle d'un style d'architecture, comme les clients serveurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon de faire des microservices. C'est un modèle, mais qu'on peut réaliser de plusieurs façons. D'ailleurs, les grandes questions, c'est qu'est-ce qu'un microservice, quelle taille ça a, c'est des questions qu'on va se poser. Et l'objectif, en fait, c'est structurer le système autour des composants, de petits composants ou de petits services relativement légers, relativement autonomes, et surtout le plus découplés les uns des autres. Alors les caractéristiques d'un microservice, très brièvement, c'est loin d'être exhaustif, mais l'idée c'est d'avoir une responsabilité qui est relativement claire, relativement identifiable, une forte cohésion, c'est-à-dire quand je vais apporter une modification, généralement je vais le faire sur le microservice qui est concerné, et c'est d'avoir une modification qui impacte le moins les autres microservices. Ou en tout cas que le design tel qu'il est fait permet de modifier le minimum de microservices en même temps. Et puis, du coup, si on assure une forte cohésion, on va essayer d'obtenir un couplage le plus faible possible en limitant justement les interactions et les dépendances qu'il peut y avoir entre ces microservices à différents niveaux, au runtime, mais aussi au déploiement et à la construction. Et donc, leur conférer un maximum d'autonomie, aussi bien au niveau des services lorsqu'ils s'exécutent, mais aussi au niveau des équipes qui sont, j'ai envie de dire, responsables de l'implémentation de ces microservices. Alors les avantages, l'objectif, un des grands objectifs, quelque chose qu'on fait des années qu'on essaie de le faire, c'est des systèmes plus modulaires, avec des modules qui ont encore une fois leur propre responsabilité, découplés les uns des autres. Avec un maximum d'indépendance aussi dans le déploiement, c'est-à-dire que je puisse mettre à jour un microservice sans mettre à jour le reste par rapport à un monolithe où là, une modification va engendrer la mise à jour et le déploiement de l'ensemble du monolithe. L'objectif aussi, ça peut être pour certains qui ont cette problématique, c'est de scaler une sous-partie sans avoir à scaler l'ensemble. Là où sur un monolithe, quand vous avez besoin de scaler, vous scalez l'ensemble. L'idée aussi, c'est de pouvoir dire j'ai des problématiques différentes que j'essaie de résoudre avec mes microservices, donc probablement que ça va appeler des réponses qui sont différentes. Là où généralement sur un monolithe, on a mis en place une architecture, on va dire non, en fait, ça c'est ce qu'on a mis en place sur l'ensemble du monolithe, donc on ne va pas changer en cours de route. Pourtant, on résout des problématiques différentes, et maintenant on s'autorise d'utiliser des solutions qui sont effectivement adaptées à chaque situation, et voire des technologies qui sont aussi adaptées à la situation. On peut, si on veut, réécrire certaines parties sans impacter les autres. À partir du moment où on respecte les contrats qu'on a établis avec les autres, et tant qu'on reste dans ce contrat, normalement ça fonctionne. Alors, ça fonctionnerait normalement, dans l'idéal, sur un monolithe. Sur un microservice, on tente à penser que c'est plus vrai. On va essayer de remettre ça en cause. Et puis, comme je disais tout à l'heure, l'objectif aussi, c'est d'essayer de donner un peu plus d'autonomie aux équipes dans notamment leur choix technique, leur choix de design, leur choix d'outils, leur choix de mode de déploiement, de build, etc. Alors, il y a quand même un certain nombre de challenges, et alors là, la liste est encore moins exhaustive.
Au départ, je voulais m'intéresser, quand j'ai creusé la question, en fait, j'ai fait une mind map, et la mind map, au début, elle a fait tout la 4, était noircie, puis j'ai tourné la feuille, puis j'ai continué, parce qu'il y a tellement de sujets qu'on pourrait aborder que finalement, il y a plus d'1 heure ou 40 ou 50 minutes de conférence. Donc déjà, j'ai limité à 2 sujets. Le premier, c'est comment on définit les frontières d'un microservice, qui est une question qui revient qui revient très souvent. Alors, c'est quoi la bonne taille ? Comment on découpe? C'est ça qui va nous intéresser. Et puis la deuxième chose, c'est comment on fait communiquer tout ça. Dans un monolithe, on a des appels de fonctions, des appels en in-memory. Là, on a du réseau, donc il y a de la latence, il y a des petits trucs comme ça. Il peut y avoir un réseau qui ne marche pas. Comment on fait? Il y avait un autre sujet aussi que je trouvais passionnant, qui était la gestion des transactions, mais là, bon, j'ai pas le temps. Donc désolé pour les frustrations. Alors, on va attaquer le premier sujet. Le premier sujet, c'est les frontières d'un microservice. Et là, je vais essayer de voir comment on pourrait découper, finalement, quelque chose qui ressemblera à un monolithe en microservice, en utilisant des techniques, en noircissant un petit peu le trait, mais c'est pour présenter des choses bien différentes. Alors, premier type de découpage qu'on pourra voir, et ça, je l'ai vu, c'est pour ça que j'en parle, c'est un découpage technique. C'est-à-dire qu'on refait notre monolithe, et puis vous savez, on a nos fameuses architectures en couches. Et puis chacune des couches, je déteste ce mot, pardon. Chacune des couches, c'est un microservice. C'est un modèle. Ça existe. Certains qui sont passés sur les microservices sont passés là-dessus. Le plus gros problème de ça, c'est qu'il y a déjà un manque de cohésion. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une fonctionnalité, probablement que cette fonctionnalité va avoir des impacts au niveau de l'API, de un ou deux services et de l'accès aux données. Il y a des chances que vous modifiez 3, 4, 5 microservices. Manque de cohésion. Donc, puisqu'on a un manque de cohésion, on va avoir un changement dans un microservice va probablement engendrer des changements dans d'autres microservices. Et il suffit que moi je mette à jour quelque chose au niveau du data access, parce que j'ai changé la façon dont j'accède à la base de données pour que ça ait des impacts sur d'autres microservices qui n'ont absolument rien à voir avec la modification que je suis en train d'amener. Et du coup, comme je change plusieurs microservices, quand j'en déploie un, il faut que je déploie les autres avec. Donc mon unité de déploiement, c'est plus le microservice, c'est un ensemble. Ça revient à un mini monolithe, quoi. Le même développeur peut aussi parfois intervenir, c'est un pattern qu'on peut observer, sur plusieurs microservices à la fois. Voire, vous avez 2 développeurs qui interviennent sur le même microservice pour des raisons complètement différentes. Et ça peut poser des problèmes de conflit, et puis des problèmes après au déploiement, de versionning, etc. Grosso modo, quand vous exploitez ce genre de solution, vous aboutissez à un monolithe distribué. Et monolithe distribué, c'est probablement un des plus gros anti-patterns qui existent, parce que ça a tous les problèmes qu'on pourrait avoir dans un monolithe, plus le réseau. Je ne vous raconte pas la difficulté après pour arriver à débugger, Bon. Alors on pourrait imaginer, on a essayé le découpage, on va dire horizontal, on pourrait essayer de découper de manière verticale. En sélectionnant des verticaux qui sont par entité métier. Donc on a, là par exemple, j'ai une application e-commerce, c'est un exemple que je vais souvent reprendre dans cette présentation, où on va gérer des clients, évidemment, on va gérer aussi des produits, qui est le cœur de notre sujet, mais on va gérer aussi des commandes, et puis des paniers, et puis éventuellement des fournisseurs pour pouvoir réapprovisionner. Alors ce type de découpage, c'est quelque chose qui est, pour ceux qui ont connu, qui est un petit peu un héritage du SOA. À l'époque, il y a des présentations que je voyais, alors je ne sais pas si elles étaient toujours pertinentes sur le SOA, mais qui expliquaient comment il fallait découper par entité métier. Un petit peu de cette façon-là. Alors là, le trait est un peu noirci, c'est un peu plus complexe que ça, mais l'idée est là, sauf que ça apporte aussi son lot de difficultés. Déjà, vous avez créé en fait du couplage sémantique. En fait, ce qui se passe, c'est que ce qui va être très rare, c'est quand vous allez faire un traitement qui va concerner qu'un seul microservice. Quand vous allez avoir un traitement, généralement, par exemple, vous voulez valider un panier. Valider un panier, vous allez avoir besoin de savoir si le produit est en stock. Vous allez avoir besoin de vider le panier, de le fermer, et puis de créer une commande. Puis d'avoir les informations du client pour savoir comment lui envoyer. Donc probablement que vous allez avoir N services qui vont être interrogés pour faire une opération. Et donc comme ça, vous allez créer du couplage sémantique, parce qu'à un moment donné, quand vous allez vouloir interroger une information, est-ce qu'elle est dans la bonne version par rapport au traitement que je veux faire? Il y a des petits problèmes là qui vont venir, qui sont assez
assez compliqués et qui vont venir vous rendre la vie difficile. Ça peut aussi, alors même si on peut résoudre le problème un petit peu différemment, mais ça peut éventuellement poser comme problème des bottlenecks. Parce que souvent, ce qui va se passer, c'est que vous allez à un service, notamment une entité en particulier, qui est un peu votre cœur de domaine, et qui va être, elle, très sollicitée par rapport aux autres. Et donc, il peut faire un petit peu comme ça bottleneck. Et puis enfin, la gestion des transactions va être souvent un peu compliquée, parce que là, en fait, on va continuer d'être souvent dans du modèle de communication RPC, j'y reviendrai, et ce qui est un modèle qui fonctionne très bien, et à un moment donné, si on n'y fait pas gaffe, en fait, qu'on a besoin de gérer des transactions entre plusieurs microservices, là, on va devoir faire potentiellement du commit à 2 phases. Si vous voulez faire du commit à 2 phases, c'est intéressant, par contre, en termes de scaling, c'est pas génial. Ok. Et puis, ouais, effectivement, dernière remarque, c'est que la disponibilité du système, il suffit qu'il y ait un ou 2 microservices qui tombent. Bon, là encore, on a des contre-mesures pour ça. Mais généralement, quand vous avez un truc un petit peu critique, il y en a un qui tombe, il y a tout le reste du système qui commence à moins bien marcher. Parce que vous avez créé plus de dépendance entre l'ensemble des microservices. Plus généralement, quand vous êtes... alors, on est tous un petit peu victimes de la loi de Conway. Hein, on l'a subi d'une certaine façon. Quand vous faites du microservice, là, ça se voit puissance 10. Pourquoi? Parce que vous avez mettez le réseau au milieu, vous rajoutez des difficultés, et ce que dit la loi de Conway, hein, qui explique qu'en fait, une organisation va avoir tendance à, quand elle conçoit un système, à le designer en ayant une copie de la structure de communication de l'organisation. C'est-à-dire que la façon dont vous organisez, dont vous êtes organisé, du point de vue humain, j'ai envie de dire, va avoir des conséquences sur le système, le design du système que vous allez produire. Et quand vous mettez les microservices au milieu, si déjà vous créez des silos, si vous créez... je vois par exemple des équipes qui ont eu une tendance à faire vraiment des équipes complètement distinctes, par exemple du front et du back. Et ça se ressent aussi dans leur capacité à produire un système. Quand vous mettez les microservices au milieu, ça accélère les difficultés. Donc comment est-ce qu'on peut tenir compte de cette loi de Conway et comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir... L'objectif, c'est encore une fois de designer des services qui ont un maximum de cohésion. Ça, c'est un des objectifs. Ce qu'on veut, effectivement, c'est qu'un microservice soit responsable d'un ensemble de comportements. Tout à l'heure, je parlais de responsabilité unique. Ça peut être un petit sous-ensemble de comportements, mais bien identifié, bien clair et suffisamment explicite. Pour ça, on va avoir besoin d'un modèle qui est adapté pour réaliser ces comportements. Pourquoi est-ce que, par exemple, on utiliserait le même modèle dans N microservices? Donc l'idée, c'est de créer un modèle qui est suffisamment adapté au comportement que je veux implémenter, et aussi simple que possible. Comment est-ce que je peux construire ce modèle? Là, il va falloir rompre avec certaines habitudes qu'on a, nous... je suis développeur, j'imagine. Qui n'est pas développeur? Ah bah... voilà. Comme ça, c'est réglé. Donc, on a une tendance, nous, développeurs, à un petit peu trop se concentrer sur ce qu'on appelle l'espace de la solution, c'est-à-dire comment on va résoudre le problème. Alors, vous avez quelqu'un qui vous explique quelque chose et vous êtes en train de penser, alors attends, il faut que je fasse tel microservice, il faut que ça aille taper dans la base Mongo, puis que ça aille injecter des trucs dans mon Elasticsearch si je veux pouvoir le chercher. Et généralement, on est là, on traduit, puis après, on garde, en fait, dans notre tête, on garde, en fait, cette façon de... le design qu'on vient d'imaginer, et on a un peu oublié l'espace du problème. C'est-à-dire ce que tu es en train de nous raconter, ce qu'on va appeler l'expert du domaine, c'est-à-dire la personne qui connaît le domaine métier et qui est capable de nous l'expliquer. Et donc déjà, la première chose, c'est, si on veut créer des modèles qui soient adaptés, c'est de rompre avec cette habitude et se replonger réellement dans l'espace du problème. Et donc beaucoup plus collaborer avec les experts du domaine métier, par exemple ceux qui étaient ce matin au workshop sur l'example mapping. C'est une façon effectivement de collaborer de manière plus proche avec les experts du domaine. On a un autre biais, c'est qu'on a tendance à modéliser les choses sous la forme de structures de données. On réfléchit à comment, alors qu'il y a un produit, une commande, ça correspond à n produits. Donc j'ai une relation 1n. Et on commence comme ça à se faire notre petit schéma de base de données dans notre tête.
Alors, c'est aussi un biais, et c'est quelque chose qu'il faut essayer de changer, tout simplement parce que j'aime bien ce tweet, qui est assez vieux d'ailleurs. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, mais en fait, il a 5 ans. C'est que j'aime bien cette phrase, c'est-à-dire que les données, ce qu'on va mettre dans la base de données, finalement, c'est qu'un effet de bord d'un comportement qui a eu lieu plus tôt. Et ce qui nous intéresse, en fait, ce n'est pas les données, c'est le comportement qui a eu lieu. Et c'est ça qu'on veut essayer de modéliser. C'est ça qu'on veut essayer de comprendre. Quand vous avez une entrée dans la table réservation, ce que vous voulez savoir, en fait, ce n'est pas s'il y a une entrée dans la table réservation, c'est si la réservation était une nouvelle réservation, ou si le client a re-réservé une réservation qu'il a fait antérieurement, etc., etc. Vous voulez avoir des éléments de contexte qui vous permettent de comprendre quel a été le comportement d'un utilisateur dans le système. Et c'est ça qu'on veut essayer de modéliser. Et il va falloir aussi s'approprier le langage du domaine métier. Et quand on va collaborer avec les experts du domaine, quand vous allez aborder les notions de Mongo, Elasticsearch, même Index ou que sais-je, ils ne vont rien comprendre. Par contre, vous utilisez leur langage en disant non, en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est savoir si tu as besoin qu'on recherche dans les réservations antérieures d'un client pour savoir s'il ne veut pas refaire une réservation qu'il a faite par le passé. À lui, ça lui parle, ça, tout de suite. D'accord ? Même si vous, intérieurement, vous faites la traduction dans l'espace de la solution. Donc, s'approprier le langage, mais aussi le structurer, parce que quand on discute avec des experts du domaine, souvent on se rend compte que leur langage est un petit peu chaotique, un petit peu désorganisé. Il n'y a pas réellement de structure. Voire, quand on a différents experts métiers, vous avez des gens du marketing, des sales, qui sont à la prod, qui sont à la logistique, ils ont des versions, des notions différentes, ou une définition différente d'une même notion. Je vais y revenir. Et l'objectif, c'est de construire avec eux donc il y a un des principes de design, des premiers principes de design que j'ai introduit là, qui est la notion d'ubiquitous language. La notion d'ubiquitous language, c'est de dire on construit un langage commun, partagé par tout le monde, quel que soit le profil de la personne, qu'elle soit de l'expert technique. Dans l'expert technique, je mets tout le monde, hein, dev, QA, les gens qui sont au produit, les gens qui sont au SRE, les ops, les gens qui sont évidemment du côté du domaine métier. Et que ce langage-là, donc l'ensemble des concepts qu'on manipule, soit suffisamment clair, et donc que les définitions de ces concepts soient claires pour tout le monde. Quand je parle d'un produit, je sais de quoi je parle. D'accord ? D'ailleurs, des fois, on voit dans les bases de code, on voit la même notion, on voit parler de produit, puis un peu plus loin, on voit article. Un produit, c'est un article. Bon, c'est ces éléments de langage-là qu'on va essayer de clarifier, et en plus, ça va avoir tendance à nous faciliter la tâche quand on va chercher des noms pour notre base de code. Ce qui est plutôt pratique. Encore un autre biais, qui est encore historique, c'est qu'on a l'habitude, nous, développeurs ou concepteurs, enfin, je ne sais pas comment vous êtes organisés dans vos organisations, mais, quand on modélise, de faire un modèle qui résout tous les problèmes. L'anneau unique. Pas de problème. OK, il y a ça. OK, pas de problème, je vais le faire rentrer dedans. Ça aussi, je le fais rentrer dedans. Puis j'ai ma base, j'ai ma table produit. Puis j'ai ma classe produit. 17 000 lignes. Ça a tendance à nous empêcher à terme de raisonner correctement, parce qu'après, quand on parle de la notion de produit, on ne sait plus de quoi on parle exactement. Je vais essayer de faire une petite démonstration. Ça, pour vous, qu'est-ce que c'est ? Une carte du monde. Effectivement, il n'y a pas de piège, hein, c'est une carte du monde. Ça, pour vous, qu'est-ce que c'est ? Pardon ? Alors, c'est une carte des drapeaux, mais ça reste une carte du monde. On voit l'ensemble du monde, géographie. Ça, pour vous ? Toujours, il n'y a pas de piège. Hein. Pareil, effectivement. Celle-là, j'aime bien celle-là. Ah, mais on voit quand même la carte du monde, hein. Même si l'Australie est là. Ça, c'est la dernière. Alors c'est vrai qu'on la voit moins, les frontières sont moins claires, mais par contre on la voit se dessiner, cette carte du monde. Donc j'ai une question pour vous, laquelle est la bonne ? Alors elles le sont toutes, j'ai entendu ça dépend de ce qu'on veut, effectivement. Je vais aller plus loin en fait, c'est que ça dépend du contexte.
la représentation du monde que j'utilise là, elle dépend du contexte dans lequel je me situe. Si je veux étudier la démographie, probablement que cette carte du monde est plus intéressante. Parce que je n'ai pas le détail, par exemple, je n'ai pas le détail des reliefs. Alors, éventuellement, le détail des reliefs pourrait m'apporter des infos sur la démographie. C'est pas l'objet. Là, ce qui m'intéresse, c'est à l'échelle mondiale. Donc là, la notion de relief, tout le détail que j'ai sur cette carte-là, avec les lacs, les profondeurs des océans et tout, en fait, je m'en fiche de ce détail-là. Moi, ce qui m'intéresse comme modèle, c'est celui-là. C'est le plus simple pour pouvoir résoudre un problème. Il est adapté au problème que je suis en train de résoudre. Okay ? Et donc, finalement, le même concept va avoir des représentations différentes selon le contexte dans lequel je me situe. Pourtant, c'est le même monde, mais on va le représenter de manière différente, on va le modéliser de manière différente selon le problème dans lequel je me situe. Et ça, nous, on le fait à l'échelle d'une application. Moi, ce que je vous propose, c'est de descendre encore un cran plus bas et d'introduire la notion de ce qu'on appelle les bounded context. Les bounded context ou les contextes bornés, ce sont des frontières, qui sont des frontières linguistiques, à l'intérieur desquelles une notion a la même définition. Je prends un exemple, je reviens sur mon exemple d'e-commerce. Je parlais de la notion de produit. La notion de produit, alors déjà, dans la notion d'e-commerce, vous avez des notions de pricing, des notions d'inventaire, effectivement, l'inventaire produit, le marketing, les sales, la logistique. Et dans l'ensemble de ces contextes, j'ai envie de dire, il y a la notion de produit. Par contre, la notion de produit est bien différente d'un contexte à l'autre. Probablement que côté marketing, ce qui va les intéresser dans le produit, c'est l'ensemble des photos, l'ensemble des textes et des mises en valeur pour pouvoir vendre mieux le produit. D'accord ? Ou des promotions. Bon. Ça, la logistique, ils s'en fichent éperdument. Eux, ce qui les intéresse, c'est la façon dont c'est conditionné, à quel endroit c'est stocké, dans quel entrepôt, et qui est le fournisseur, et quels sont les seuils en dessous desquels, en dessous desquels on va venir réapprovisionner. D'accord ? Donc la notion même de produit, même si j'utilise le même terme, porte des définitions complètement différentes. Et ça, il faut en tenir compte dans les modèles qu'on construit. Alors, je vous disais tout à l'heure, je reviens à mon problème du début. Mon problème du début, c'est de trouver les bornes d'un microservice. Quelle taille peut faire un microservice ? Là, je viens de vous introduire un concept qui est le contexte borné, qui a lui-même des bornes. Alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'un microservice égale un bounded context ? Alors non. Ou alors, pas vraiment. C'est pas comme ça qu'on va les relier. Parce que l'idée, d'un bounded context, dans un bounded context, on va avoir un modèle. Ce modèle va être consistant. C'est-à-dire que la représentation typiquement de la classe produit va être consistante. Un bounded context, c'est juste quelque chose de relativement abstrait. Ça n'a pas de, clairement, ça n'a pas de représentation dans le code, si ce n'est peut-être le nom d'un package. Ce qui vous permet, par exemple, de votre classe produit, de la mettre dans des packages différents et donc d'avoir une définition différente de ce qu'est la classe produit. Non, l'idée d'un bounded context, c'est pas lié, c'est pas une notion ça n'a pas de notion runtime, ça n'a pas d'existence, c'est juste la représentation du modèle. Donc c'est pas forcément, on ne peut pas lier les deux, d'accord ? Par contre, on peut avoir plusieurs microservices qui partagent le même modèle et qui sont eux-mêmes à l'intérieur d'un bounded context. Donc par exemple, j'ai tout ce qui concerne, alors peut-être pas la logistique, mais tout ce qui concerne le réapprovisionnement. J'ai la même notion de ce qu'est un produit. Ils partagent peut-être des librairies qui représentent la même notion d'un produit. Et ces deux microservices peuvent évoluer et faire des choses un peu différentes sur la même notion de ce qu'est un produit. D'accord ? Donc la notion de bounded context va nous apporter quand même une capacité à modéliser et justement borner un modèle par rapport aux autres. Bon. C'est une bonne piste, mais encore, on pourrait avoir un seul microservice dans un bounded context, mais ça reste un cas particulier. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ? Ça me permet d'aborder encore une notion de design, qui est la notion d'agrégat. Qu'est-ce que la notion d'agrégat ? L'agrégat, avant tout, c'est encore un élément qui définit des bornes, ça tombe bien, mais là on parle plutôt de bornes d'une transaction. Un agrégat, en fait, c'est un cluster d'objets composé, je ne vais pas définir ce que c'est, mais d'entités de value object.
Je vais vous laisser là-dessus parce que je n'ai pas forcément le temps de rentrer dans ces concepts-là. C'est un cluster d'objets, un arbre d'objets, et qui assure la cohérence de l'ensemble de l'arbre. C'est-à-dire qu'à tout moment, l'agrégat est consistant. L'état de l'agrégat est consistant. C'est-à-dire que s'il y a une opération que vous voulez faire sur l'agrégat, donc l'agrégat expose des traitements métiers, voilà. L'agrégat expose un ensemble de traitements métiers, mais à chaque fois que vous... J'ai déjà fini? Non. Message du directeur du centre CEA Grenoble. Ça me permet de boire. Chers collègues, vous avez jusqu'à demain 14h pour relire vos représentants du personnel. À 10h, le taux de participation s'est levé à 24,1%. Mobilisez-vous. Vous pouvez voter depuis n'importe quel poste connecté à Internet. Si vous avez égaré vos moyens de connexion, une assistance téléphonique est à votre disposition téléphone. Sur 40 minutes 96, Sur 40 50, 50, 00. Sur 40 minutes Ouais, t'en as passé 30, hein. Je compte Il sur te reste un votre quart d'heure. participation. C'est passé 30 Bon, je vais accélérer. Ok, donc pensez-y. Ouais. Donc revenons-en à nos agrégats. Donc ça expose un ensemble de traitements métiers, mais ces traitements métiers ne seront possibles que si la cohérence de l'agrégat peut être garantie. C'est-à-dire que l'agrégat va vous accepter le traitement uniquement si l'état le permet. Typiquement, vous voulez faire, je ne sais pas moi par exemple, vous avez un système qui vous empêche de faire des commandes sur un e-commerce qui sont de moins de 30 €, parce que vous ne voulez pas de commandes en dessous de 30 €. Donc du coup, tant que en fait, l'ensemble du panier n'est pas à 30 €, il refuse de valider le panier, par exemple. Et donc pour ça, en fait, il contrôle ce qu'on appelle les invariants, c'est-à-dire l'ensemble des règles métiers du système. Je suis obligé d'accélérer, parce que je me rends compte que j'ai pris beaucoup de temps et on a démarré en retard en fait. Alors, du coup, puisque ça assure une transaction, c'est quelque chose de relativement autonome, un agrégat. Donc, ça peut être aussi une unité de distribution. Et là, vous me voyez venir. Ça peut être aussi les bornes d'un microservice. Quand vous définissez un agrégat, que vous avez trouvé la bonne taille pour un agrégat, vous pouvez prendre cet agrégat et le distribuer dans son propre microservice. C'est une technique qui est intéressante. Je vous conseille de la creuser parce que quand vous partez sur les microservices, ça peut vous aider. Et vous pouvez avoir effectivement n agrégats qui partagent qui sont dans le, je veux dire d'un point de vue abstrait dans le même bounded context. Je schématise quand je dis ça, je fais un raccourci, mais effectivement derrière vous allez pouvoir vous retrouver. Oui, effectivement, donc ça c'est pour la confirmation. Vous allez pouvoir vous retrouver avec n microservices, donc éventuellement n agrégats qui partagent le même modèle, qui présentent éventuellement tout via une gateway qui est partagée. Au niveau du bounded context. Encore une fois, le bounded context, ce n'est pas une notion de distribution, ce n'est pas une notion technique, c'est une notion linguistique. Ça représente uniquement le modèle que vous partagez. Comme je disais tout à l'heure, à la limite, c'est le nom d'un package. Okay. Et ça, c'est un type d'architecture que vous pouvez éventuellement envisager. Et ça va vous aider à faire du microservice un peu mieux. Bon. Je passe à un autre sujet qui est normalement un peu plus long, mais c'est pas grave, s'il y a une partie que je vais un peu élaguer. Parce que la communication entre les microservices, c'est aussi un sujet. J'ai essayé de l'aborder sous 3 angles. Alors malheureusement, il y a un angle que je vais devoir enlever. Par contre, les 2 premiers sont intéressants. Le premier, c'est le mode de communication. Le deuxième, c'est qu'est-ce que je communique. Donc sur les modes de communication, je vais en passer en revue 3. Le premier, c'est la base de données partagée. Parce que ça existe. On fait des microservices sur une base de données partagée. Je n'ai pas dit que c'était bien, je dis que ça existe. On peut faire de l'appel RPC. Donc là, on reproduit le modèle des monolithes, mais avec du réseau en plus, avec du remote en plus, j'ai envie de dire. Qui, en fait, on va plutôt s'intéresser à tout ce qui est globalement les appels synchrones. Et tout ce qui est messaging et globalement tout ce qui est asynchrone. J'ai ces 3 catégories-là. Bon, la base de données partagée, on va vite régler son problème. Ça crée du couplage dans tous les sens. C'est-à-dire que chaque fois que vous modifiez le schéma, ça va avoir des impacts potentiellement sur les autres microservices. Donc il faut que les autres, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, couplage au build, donc couplage au déploiement, couplage probablement aussi au runtime. Donc effectivement, on évite, il y a un très bon texte là qui est
qui parle de ça, qui parle globalement en fait du shared mutable state, qui serait la racine de tous les mots. Bon, je vous laisse aller, mais je suis assez fan de ce texte et je partage quelques idées là-dessus, et vous pouvez aller voir. Les communications synchrones. Alors, c'est quelque chose qu'on maîtrise assez bien. Aujourd'hui, faire de microservices, faire un appel HTTP entre les deux, c'est quelque chose qui est facile. En plus, maintenant, on sait mettre de la sécurité, des jetons, même avec les macarons, que sais-je. Il y a plein de techniques qui permettent de faire ça. Que ce soit, maintenant, on fait du gRPC, maintenant, on sait faire pas mal de choses là-dessus. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ça reproduit les mécanismes de communication d'un monolithe. C'est-à-dire qu'en gros, généralement, quand vous faites ça, derrière, c'est masqué derrière un appel d'une méthode. Vous appelez une méthode, vous avez l'impression d'appeler une méthode, sauf qu'en fait, derrière cette méthode, il y a un proxy qui appelle un service distant. Donc c'est quelque chose qu'on sait faire. Par contre, maintenant, on y a mis du réseau. Donc, on y a mis un réseau qui peut être potentiellement non fiable. Donc, qu'est-ce qui se passe quand l'appel RPC ne passe pas? Comment moi je réagis? Et puis, ça a aussi tendance, ça c'est une observation ça a aussi tendance à plus on en fait, et plus on va créer en fait de dépendance aux autres services. Parce qu'on prend cette habitude de dire, bah non, attends, l'information est là, je vais aller la chercher. Et on augmente le niveau de couplage entre les microservices. On a aussi une perte d'autonomie. Enfin, tout ça, en fait, engendre une perte d'autonomie. Parce qu'après, à bout d'un moment, quand on commence à dépendre de 5, 6, 10 microservices desquels on a besoin des informations, s'il y en a un qui n'est pas là, comment on fait? Troisième mode de communication qui est le messaging. Alors, l'idée, en fait, c'est d'inverser le contrôle. C'est-à-dire que c'est plus moi, A, qui vais interroger un microservice distant, c'est lui qui va me dire. C'est le fameux tell, don't ask. D'accord? Mais poussé au niveau de la communication entre microservices. Donc l'idée, en fait, c'est mettre de l'inversion de contrôle pour redonner de l'autonomie. Je connais mes slides. Ce qu'on veut chercher, c'est redonner de l'autonomie. C'est-à-dire que moi, je vais m'abonner au message d'un service B, et si le service B n'est pas là, c'est pas grave. Moi, je suis toujours en écoute. D'ailleurs, je passe par un middleware, je ne vais jamais me mettre en écoute directement sur lui. Et le middleware peut être une queue, un bus, que sais-je. Et c'est quand B sera disponible et quand il aura envoyé son message que moi, je vais réagir. C'est-à-dire que je ne suis plus dans une logique de contrôle, je suis dans une logique de réaction. Effectivement, ça rend en plus plus tolérant à l'erreur. Et par contre, ça va avoir tendance à changer le modèle de consistance. Parce que là, je ne vais plus être comment dire, c'est plus moi qui vais venir interroger au moment où je l'ai décidé, c'est que je vais être en attente. Donc je ne sais pas exactement, je ne maîtrise plus le moment auquel l'autre service va éventuellement me répondre ou va répondre quelque chose. Donc le modèle de consistance évolue, on passe à un modèle de consistance qu'on appelle la consistance à terme ou consistance finale. Alors dites pas surtout consistance éventuelle. Ce n'est pas la bonne traduction. Si vous dites ça, il y a tout le monde, ça... Comment ça? Ça peut éventuellement être... Non, c'est consistance, elle est là, mais à terme. C'est-à-dire elle n'est pas atomique. Donc les notions de messaging, très intéressant pour justement redonner de l'autonomie aux microservices. Et bon, généralement, on va avoir un mix entre des appels RPC et quelque chose qui est effectivement de la messagerie. C'est bien, tu nous dis, OK, on fait de la messagerie, on communique des choses, mais qu'est-ce qu'on communique dans nos messages? Et là, je vais surtout parler de messaging. Et il y a un autre concept très intéressant en termes de design qu'on appelle les domain events, qui est très intéressant dans le cadre des architectures microservices. Donc, qu'est-ce qu'on parle en fait de domain event? On parle des événements du domaine. Là, la traduction est facile, mais qu'est-ce que c'est que les événements du domaine? C'est tous les événements qui ont lieu dans le domaine métier. Par exemple, un article a été ajouté au panier. Le panier a été validé. La commande a été préparée. D'ailleurs, vous avez reçu un email ce matin pour vous dire que la commande a été préparée du truc que vous avez fait hier. Ça, c'est un événement. Et en plus, cet événement, quelqu'un a réagi pour vous envoyer un email. Génial. Après, la commande est en cours de livraison, etc., etc. Donc tout ça, c'est les événements qui constituent votre système, que vous
pouvez explorer avec les experts du domaine, je vais y revenir. Et une fois que vous les avez identifiés, vous pouvez leur faire prendre vie directement dans le système. C'est-à-dire que vous allez les implémenter, ça va être un moyen de communiquer de l'information, et je vais passer là-dessus, mais c'est quelque chose que vous allez représenter sous la forme d'objets immutables, ce qu'on appelle les value objects. Pourquoi? Parce qu'un événement, c'est un fait, c'est quelque chose qui s'est passé, donc vous n'avez pas de raison de le modifier, puisque ça s'est passé. Et à partir du moment où ça s'est passé, vous pouvez vous appuyer dessus pour réagir. Donc les domain events, une fois que vous les avez identifiés, moi je l'ai eu fait dans un système et j'ai pu construire le système en donnant une vraie logique et en pouvant réagir à des événements qui avaient lieu ailleurs dans le système pour prendre d'autres décisions. Et l'avantage des domain events, comme ils sont centrés sur le domaine et donc sur sur ce qui fait le domaine métier, ils perdurent dans le temps. Ils sont beaucoup plus, ils sont moins sujets à des changements. Si vous faites des événements plus techniques, eux vont avoir tendance à changer. Il suffit que vous changez le middleware en dessous qui réalise l'opération technique pour qu'éventuellement l'événement change. Là, ça donne un niveau d'abstraction qui est très intéressant pour fonctionner dans un système. Donc des exemples, comme j'en ai donné tout à l'heure, par exemple, de l'argent a été retiré, un virement a été effectué, et ça, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, vous trouvez toujours le moyen de trouver des événements. Et ça permet d'aboutir à des architectures. Si vous mettez de la messagerie avec des domain events, vous commencez à aboutir à des architectures qui sont ce qu'on a l'habitude d'appeler event-driven. C'est-à-dire des types d'architecture où toutes les choses se chorégraphient. C'est-à-dire qu'on est en réaction permanente. Il suffit qu'il y ait quelque chose qui se passe, c'est qui gère un événement à un endroit, qui va générer deux autres actions à deux endroits séparés. Elles-mêmes vont générer d'autres événements qui vont avoir d'autres actions, par exemple au niveau de la logistique, pour faire de la réapprovisionnement, pour ensuite vous dire que la commande est préparée, elle est prête à être envoyée, etc., etc. Et tout ça sous la forme d'une sorte de chorégraphie plutôt que d'être dans un système très orchestré ou uniquement orchestré. Alors il se trouve que quand on construit des systèmes, des fois on a aussi besoin d'orchestration, d'accord ? Mais faire vivre les deux et avoir des choses qui sont très chorégraphiées, ça donne aussi plus de légèreté et moins de maintenance dans le système. Et plus d'autonomie dans l'ensemble des services. Pour découvrir ces événements, je peux que vous conseiller d'explorer les ateliers d'event storming. Et là, vous verrez, quand vous en ferez, vous en trouverez des événements, beaucoup. Souvent même pas assez, parce qu'il y en a encore plus que ce que vous imaginez. Mes ateliers d'event storming, je ne sais pas qui c'est qui a déjà pu expérimenter. Voilà. Je vous laisserai découvrir. C'est un atelier d'exploration en fait, du domaine métier à travers les événements, les fameux événements du domaine. Donc c'est quelque chose où on fait venir les experts du domaine, des experts techniques. On prend des pans de murs comme ça entiers, on met des post-it au mur et pour essayer de décrire en fait, une histoire de ce qui se passe dans le système à travers des tickets. Et ces tickets sont des événements. Et on explore comme ça le domaine métier à travers les événements. Moi, une fois après avoir fait ça, j'ai implémenté le système. J'avais le résultat. Alors, généralement, ce qu'on dit, c'est à la fin d'un event storming, c'est bien de jeter. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est ce qu'on a appris. Ce n'est pas tant le résultat qu'il y a au tableau. Bon, moi, j'ai gardé ce qu'il y avait au tableau et je codais, je l'avais juste en face. Et j'ai implémenté mon système grâce au résultat de l'event storming. Parce qu'en plus, l'avantage, c'est qu'effectivement, Event Storming, donc c'est Alberto Brandolini qui a le Zio Brando sur Twitter, qui est à l'origine de ça, et qui explique qu'en plus, effectivement, c'est implementation friendly, c'est-à-dire que quand vous avez défini tous les concepts qu'il y a dans un Event Storming, vous pouvez carrément leur faire prendre vie dans votre code. Et c'est ce que j'ai expérimenté, et vraiment, ça marche. Ce sujet-là, je vais le passer parce que j'ai plus de temps. Mince, pardon. Hop, donc je vais le passer. Je suis vraiment désolé. Je voulais vous parler de context mapping. C'est un petit peu... ouais, j'ai pas forcément assez de temps. J'aurais préféré avoir suffisamment de temps pour le faire. 5 minutes, c'est ça? Hein? C'est ça. Donc ça va me laisser le temps de conclure. Et peut-être laisser le temps de quelques questions. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir là-dedans? Tout ce que je vous ai présenté, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé d'ubiquitous language, de s'intéresser à l'espace du problème. J'ai parlé de bounded context. J'ai parlé d'agrégat. J'ai parlé de modes de communication. Essayer d'avoir des modes de communication qui privilégient l'autonomie. J'ai parlé de domain event.
Tout ça, ce sont des pratiques qui, en fait, quand on les regarde, elles ne permettent pas en soi de faire du microservice. Elles permettent juste de faire du logiciel. Et que ce soit des monolithes ou des microservices, peu importe. Et j'ai même envie de dire que votre capacité à bien faire, c'est probablement la phrase la plus importante de ce talk, c'est que votre capacité à bien faire des microservices, elle dépend de votre capacité à bien faire du monolithe. Et que tout ce que je vous ai dit est applicable à des monolithes. J'aime bien ce petit tweet de Jason Gorman. Ceux qui ont 20 ans de carrière, ça va les faire sourire, parce que ça fait des années qu'on nous vend qu'on veut toujours la même chose, c'est-à-dire des systèmes avec, avec des modules relativement simples et faiblement couplés. Donc chaque fois que vous entendez un buzzword qui vous parle de ça, je fais « Ah, encore !» Donc bon, c'est assez rigolo. Mais effectivement, c'est ce qu'on cherche à faire, mais ce n'est pas les microservices en soi qui vont vous l'apporter. Ce sont les techniques de design que vous allez utiliser qui vont vous apporter ça. Ça, c'est une autre façon de dire la chose. Souvent, on se dit on n'a pas réussi à faire du monolithe correctement, parce qu'on n'a pas réussi à faire notre découplage correctement, parce que ça a vieilli, tout ça. Donc, on va faire des microservices. Mauvaise idée. Probable que vous arriviez à ça. Moi, ce que j'ai presque envie de vous dire, c'est que faites du monolith first. Ça peut paraître incohérent sur un talk sur les microservices, mais ouais. Parce qu'en fait, l'objectif, encore une fois, c'est d'atteindre un niveau de design suffisant pour rendre les microservices évidents, faciles. Ça m'est arrivé sur une des premières expérimentations que j'ai faites autour du DDD, où j'avais une API à développer. On était une équipe de 1. Donc évidemment, je n'allais pas faire des microservices, tout simplement parce que je n'allais pas faire des équipes de 0,1. Donc les microservices, déjà, évaluez si vous en avez vraiment besoin. Mais si vous en avez besoin, peut-être qu'au début, démarrer sur un monolithe peut être intéressant. Et appliquez ces principes de design. Intéressez-vous à l'espace du problème. Essayez d'identifier les concepts et l'ubiquitous language. Déterminez votre ubiquitous language. Essayez d'identifier les bornes de vos contextes, etc. Parce qu'il en existe à peu près dans tous les domaines métiers. Et une fois que tout ça a pris un petit peu vie, que vous avez compris comment tout ça fonctionnait, là, après, éventuellement, par opportunité, ça peut être intéressant de passer à des microservices. Mais si vous passez directement à des microservices en utilisant les mêmes principes de design, vous allez aboutir à la même chose, en pire, avec le réseau au milieu. Donc voilà, les derniers petits conseils. Sortez de l'espace de la solution. Intéressez-vous à l'espace du problème. Pour ça, il y a plein d'ateliers. Thomas a parlé d'example mapping ce matin. Il a parlé aussi d'event storming. J'en ai parlé aussi un petit peu. Il y a tout un tas d'ateliers. Le story mapping aussi en fait partie. Enfin, puis même ne serait-ce que prendre... C'est la technique de la chaise, quoi. Vous prenez la chaise et vous mettez à côté de l'expert et vous discutez. Juste ça, déjà. Et vous discutez en essayant de vous intéresser à son langage. Donc je parlais des ateliers event storming. Moi, ce que je fais aussi pour l'ubiquitous language, c'est carrément, je maintiens un lexique. Alors, je prends quelque chose qui me permet de partager du texte, et puis collaborer autour d'un texte, donc je ne sais pas, sur un Google Drive ou que sais-je. Et puis on remplit les termes, on dit, tiens, dans tel contexte, qu'est-ce que veut dire la notion de produit? Et on la définit. On met une définition. On est d'accord, cette définition? Pas exactement, il manque tel truc. Ok, on le rajoute. Jusqu'à ce que ce soit clair pour tout le monde. Identifier les contextes bornés candidats. Pour ça, il y a plusieurs techniques. Alors, en event storming, ils peuvent émerger. Ce n'est pas toujours évident, mais ça arrive. Et quand ça arrive, c'est toujours intéressant. Il y a d'autres techniques aussi. Je ne vais pas toutes les aborder. Pensez plus comportement. Donc, les ateliers d'event storming vous amènent à ça. C'est-à-dire quand vous modélisez, vous parlez des événements. Donc, vous parlez finalement des comportements. Vous ne parlez plus des données. Les données, en fait, vous y viendrez. Il n'y a pas de problème. C'est important, mais ça vient dans un second temps. Le contexte mapping, malheureusement, je n'ai pas pu vous en parler. et puis, quand vous partez sur des microservices, essayez de penser aussi un peu plus message, un peu plus événement du domaine, et un peu plus découplage, j'ai envie de dire. Et je crois que c'est
mon sujet. Alors, je n'en ai pas cité jusque-là, mais la plupart de ces concepts-là sont résumés dans un bouquin qui s'appelle Domain Driven Design, par Eric Evans, qui a quelques années, 2003. Donc, vous pouvez vous y intéresser parce que c'est de plus en plus populaire. Je vous ai mis quelques... Il y a une grosse palanquée, je m'en rends compte. La dernière, en fait, c'est pareil, c'est une conf de Arnaud Lemaire qui parle un petit peu de la même chose, mais avec ses formes à lui, on va dire. Merci, et j'espère que si vous avez des questions, je suis disponible. Il nous reste 2 minutes, c'est ça? J'ai une question. Ouais. Vous avez introduit le concept au niveau de mise en œuvre. Est-ce que vous avez rencontré des soucis de sécurité entre ces différents microservices qui doivent communiquer entre eux? Est-ce que c'est quelque chose qui est... Alors, c'est une préoccupation? Oui, c'est un frein. Ouais, alors, en fait, c'est un frein, mais ça se résout là-dedans. Ah pardon, je dois répéter la question, excuse-moi. Donc est-ce qu'on a rencontré des freins dans notre expérimentation des microservices, notamment en termes de sécurité et de communication entre ces microservices? Tout à fait. Alors, c'est des problèmes, je ne m'y suis pas intéressé personnellement, mais les personnes qui sont intéressées quand on s'est mis à microservices ont résolu le problème assez vite. Après, il peut se passer plusieurs choses. Soit vous avez besoin d'interagir, tout dépend de l'identité avec laquelle vous avez besoin d'interagir entre 2 microservices. Des fois, vous avez besoin juste d'une identité simple, on va dire une identité système, et là, en fait, un système de jetons peut bien marcher. Et puis, des fois, vous avez besoin d'interagir, mais en ayant l'identité de la personne qui a réalisé l'opération. La personne qui est au bout, vous avez besoin d'impersoner, j'ai envie de dire. Je ne sais jamais traduire ce terme-là en français, mais vous avez besoin d'impersoner, donc à ce moment-là, il y a des techniques, et c'est des techniques qui marchent assez bien. Moi, dans ma boîte actuelle, aujourd'hui, on utilise des macarons pour pouvoir mettre en place de la communication entre ces services et pour identifier qui peut communiquer avec quoi et selon quel type d'autorisation. Donc c'est un système que je ne maîtrise pas encore, mais qui marche assez bien. Ouais. Les macarons qui sont un pendant des cookies qui marchent dans le web, mais là c'est entre services. Pas d'autres questions? Ben, je vous remercie et bonne fin d'après-midi.